Eh bien, le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Agent Slim, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de la série Capsule VHS qui va traiter cette fois-ci sur l'apogée de la gauche en Europe. Lors de cette vidéo, nous allons voir quel événement aura lancé la propagation du socialisme en Europe, qui sont à l'origine de ce dernier, mais aussi quelles sont les trois principales manifestations socialistes en Europe. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que celle-ci sera bien moins longue que la première. Donc voilà. En tout cas, sans plus tarder, je vous propose de commencer et allons-y. L'Europe, un théâtre majeur de la guerre totale. Après la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreux chamboulements bouleverseront toute l'Europe. De nouveaux pays feront leur apparition, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, comme par exemple la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie, et le nombre de morts causés par la guerre fait encore trembler les familles, les foyers. Un grand sentiment nationaliste se répandra dans certains pays, tandis que d'autres pencheront plus vers le socialisme. Malgré le nombre de traités signés et les grands changements touchant le monde, ce dernier reste sous tension, toujours non remis de la Grande Guerre. Alors, des régimes politiques déstabilisés lors de l'entre-deux-guerres, donc la période entre la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la deuxième, donc là c'est pas 1939, c'est 1918-1939, des démocraties comme la France ou le Royaume-Uni résistent, tandis que d'autres basculeront vers des régimes totalitaires comme la Russie, l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Italie. Mais cette vidéo ne traitera pas sur ce sujet, puisque nous allons surtout nous concentrer sur la Russie avant de devenir totalitaire et justement la propagation du socialisme en Europe. Donc voilà. La Russie. On va parler de la Russie à présent. Comme vous le savez sûrement, la Russie se retirera de la Grande Guerre en 1917 pour plutôt se concentrer sur elle-même. Elle connaîtra une révolution qui l'amènera finalement à adopter un tout nouveau régime, le régime communiste. Il sera mis en place par Lénine et Trotsky et repris par Staline en 1923. Mais pour comprendre tout cela en détail, revenons lors du siècle dernier, pendant la révolution industrielle. Donc j'ai toujours gardé cet effet. Alors le socialisme. Pendant la révolution industrielle, lors du 19e siècle, un nouveau régime entre en scène, le régime capitaliste, où l'essence même de ce dernier est la recherche du profit et l'obtention de la propriété privée. La recherche du profit, c'est la recherche du capital, de l'argent. Des littéraires étudiant le sujet remarquent que cette façon de faire est utilisée depuis l'Antiquité et qu'elle donne l'avantage aux bourgeois exploitant les prolétaires, soit les citoyens de la dernière classe sociale. Donc, selon certains littéraires, ce fameux régime capitaliste n'est pas nouveau, mais existe depuis bien longtemps, sous une forme plutôt camouflée. Justement, on peut comparer à le capitalisme à ce qu'a fait la noblesse en exploitant le tiers-état sous les monarchies absolues juste avant la Révolution française. Ce régime est rapidement contré et de nombreux philosophes tels que Karl Marx, mais aussi Friedrich Engels, fondent alors le socialisme. Donc là, un petit schéma qui va un petit peu nous détailler l'histoire du socialisme, plutôt les différentes branches. Donc le socialisme, c'est un régime qui se veut créer un monde utopique, c'est-à-dire sans souci, un monde harmonieux supprimant le capitalisme et sans aucune classe sociale. C'est aussi appelé le marxisme, justement à cause de son créateur qui est Karl Marx. Mais quand même, il sera aidé par Friedrich Engels et d'autres philosophes. Ensuite, nous pouvons voir que le socialisme se répartit en deux formes différentes. Nous avons d'un côté les socialistes libertaires, des anarchistes, visant à la suppression du capitalisme. Donc on va voir que tout le monde veut supprimer le capitalisme, sauf que ce dernier se veut créer une société sans classe sociale, prônant ainsi un gouvernement basé sur l'autogestion. Un gouvernement qui se dirige tout seul, mais qui veut prendre le pouvoir par la révolution. Contrairement aux réformistes
fondée sur la théorie de Karl Marx, visant aussi à l'abolition du capitalisme, sans faire de révolution, mais plutôt par un moyen plus pacifiste, en instaurant une série de réformes. Donc justement, le socialiste réformiste aboutira par la suite au communisme en Russie, par Lénine. Justement, revenons à la Russie, puisqu'en 1917, cette dernière est affaiblie. Les soldats désertent le front et retournent en ville, quittant le champ de bataille. Le pays n'a plus de ressources et commence peu à peu à mourir de faim. L'armée russe, qu'on pensait invincible, finit par être décimée par les offensives massives. L'hiver approche et pendant ce dernier, nous comptons des milliers de morts. À Pétrograd, ancien nom de la ville de Saint-Pétersbourg, capitale de la Russie, les ouvrières manifestent et demandent la paix et le pain. C'est alors qu'a lieu la révolution de février. Tout le monde voudrait voir la guerre se terminer. Mais Nicolas II, le tsar de Russie, le gouverneur, régnant en maître absolu sur le pays, reste sourd à la colère du peuple. Plus de 150 000 ouvriers se joignent aux femmes et se mettent en grève. Ils finissent par renverser le tsar le 2 mars et veulent l'instauration d'une démocratie. La dynastie des Romanov, au pouvoir pendant près de 3 siècles, est tout simplement effondrée. Donc Nicolas II, Nicolas Romanov, c'est le tsar de Russie à cette époque-là qui va être renversé, comme on vient de le dire. On peut voir sa photo à droite. Et la première photo, c'est une photo des ouvrières de Pétrograd. Donc sur les affiches, nous pouvons lire « Nous voulons la paix et le pain ». Alors, le gouvernement provisoire. Rapidement au pouvoir, les députés s'associent aux soviets. Le soviet, le parti ouvrier gérant les manifestations et les grèves, formant le gouvernement provisoire. Ils promettent l'abolition de la peine de mort, la liberté d'expression et instaurent le suffrage universel, rendant la Russie une république. Mais derrière tout ceci, la guerre continue. Ce fameux nouveau gouvernement refuse d'arrêter les batailles. Profitant de l'agitation russe, l'Allemagne envoie un révolutionnaire du nom de Vladimir Ilitch Ulyanov, jusqu'à la exilé en Suisse, vers la Russie par train. Le but des Allemands est cette fois-ci d'envoyer Vladimir en Russie afin d'organiser une seconde révolution permettant aux Boches d'affaiblir une bonne fois pour toutes les Russes et donc de les faire sortir de la guerre pour se concentrer un maximum sur le front ouest. Puisqu'à cette époque-là, pendant la guerre, les Russes posaient problème aux Allemands et du coup, leur but était surtout de se débarrasser d'eux de la façon la plus rapide possible. La révolution d'octobre. Donc tout à l'heure on a vu la révolution de février. À présent c'est la révolution d'octobre, mais c'est de révolution. On les appelle aussi aujourd'hui plus communément la révolution russe ou bien la révolution bolchevique. Arrivé en Russie, Ulyanov, sachant qu'il n'est pas la bienvenue, change de nom et devient alors Lénine, nom qu'il gardera jusqu'à sa mort. À l'aide de son acolyte Léon Trotsky, il organise une révolution dans l'ombre, ayant pour but de renverser le gouvernement provisoire. Il fonde alors le parti bolchevique, un parti socialiste marxiste, et Trotsky est à la tête du soviet de Pétrograd, donc du parti ouvrier. À tous deux, ils sèment la zizanie et la seconde révolution russe commence. Le programme de Lénine. Le programme de Lénine est basé sur des idées socialistes spécifiques, ainsi que bolcheviques. Il finit par instaurer un nouveau régime dérivé du socialisme, le communisme. À cette époque-là, on ne peut pas dire que c'était encore vraiment appelé le communisme, mais plutôt le bolchevisme. C'est plutôt par la suite, après la Première Guerre mondiale, que le communisme, le non-communisme fera son apparition. Alors, Lénine propose de créer une société sans classe où le contrôle industriel serait géré par les soviets eux-mêmes. Il prône de donner le pouvoir aux prolétaires, la dernière classe sociale, et ne soutient en aucun cas le gouvernement provisoire, ce qui arrange la population russe qui veut arrêter la guerre. Il confisque tous les domaines des propriétaires fonciers, soit propriétaires de terrain, pour les mettre à disposition des paysans, éliminant donc la propriété privée, devenant ainsi publique. Ça veut dire n'importe quelle maison est publique, tout le monde peut y entrer. Mais surtout, la réforme intéressant le plus le peuple est le retrait russe de la guerre. Pour prendre le pouvoir, pour prendre le pouvoir, Lénine va devoir faire un coup d'État au palais d'hiver.
comme on va le voir maintenant. Le programme des bolcheviks plaît au peuple et le parti décide de se présenter aux élections. Malheureusement pour Lénine et Trotsky, ils perdent le vote et s'emparent du pouvoir par la force en prenant le palais d'hiver, siège du gouvernement provisoire. Donc ils ont essayé de faire ça à la légale, mais ils ont perdu le vote. Accompagnés de quelques hommes, ils attaquent par surprise le palais en pleine nuit et s'emparent également de la centrale électrique, des gares et des entrepôts de nourriture pour tout d'abord brouiller tout moyen de communication, mais aussi de prendre en otage ses ressources au cas où ils n'obtiennent pas la puissance. Finalement, les bolcheviks prennent le pouvoir et imposent la dictature du prolétariat visant à transiter du régime capitaliste au régime communiste. La dictature du prolétariat, c'est surtout une dictature non pas dirigée par une seule personne, mais plutôt par tout un parti. Le traité de Brest-Litovsk, alors la Russie à présent bolchevique, cherche à signer la paix avec l'Allemagne, comme l'avait prédit cette dernière. Entre-temps, l'Ukraine laissée à l'abandon prend son indépendance. La Russie demande à l'Allemagne de ne pas l'attaquer pendant 2 mois pour voir si elle allait vraiment se retirer de la guerre. 2 mois passent et les Russes n'ont toujours pas signé le traité de paix. L'Allemagne leur prend la Pologne et enfin est signé le traité de Brest-Litovsk, faisant perdre aux Russes une énorme partie de leur territoire. Donc là, nous avons la Russie soviétique, la Russie des bolcheviks, et on peut voir qu'ils ont perdu quand même pas mal de territoire après le traité de Brest-Litovsk. On peut compter, par exemple, notamment l'Ukraine, qui est un des principaux territoires, mais... Oula. Voilà. L'Ukraine qui est quand même un de ses principaux territoires, mais qui, attention, n'a pas pris son indépendance grâce au traité de Brest-Litovsk, mais plutôt bien avant, comme on l'avait dit. Par contre, ceux qui ont pris l'indépendance grâce au traité, c'est déjà la région de Biélorussie, les pays baltes, donc Estonie, Lituanie, Lettonie, d'aujourd'hui bien sûr, parce qu'avant ça s'appelait la Livonie, cette région-là, une partie de la Pologne, et aussi, plus au sud, la région du Caucase, que la Russie va perdre complètement. La guerre civile. Alors, à présent sortie des affaires européennes, la jeune Russie communiste s'apprête à s'organiser à nouveau. Seulement voilà, dans tout ce havre de certitude, les anciens généraux du tsar, ainsi qu'une armée tchèque perdue dans le coin, après la guerre, se rallieront pour tenter la reprise du pouvoir et de soulever le régime communiste avant de revenir aux sources. Ces anciens généraux formeront alors ce qu'on appelle l'armée blanche. C'est ainsi que commence la grande guerre civile de Russie en novembre 1917. L'armée blanche se développe dans le Kouban, une région au sud de la Russie. Leur première campagne commence dès février 1918. La guerre civile se limite principalement dans ces zones-là au sud, et la capitale de la ville, Saint-Pétersbourg, rebaptisée Pétrograd en 1914, comme on l'avait dit tout à l'heure, est déplacée au profit de Moscou. Et oui, Saint-Pétersbourg, bien Pétrograd n'est plus la capitale, et c'est à présent à Moscou. Entre-temps, Trotsky s'occupe de créer une puissante et grande armée pouvant contrer l'armée blanche, se nommant quant à elle l'armée rouge. Une troisième armée verra le jour, celle-ci se nommant l'armée verte, principalement constituée de paysans et de soldats contre les intentions de l'armée rouge, mais quant à elle, qui n'aura pas un véritable rôle décisif pendant cette guerre civile. Les bolcheviks feront face à ces deux armées, mais pour couronner le tout, la France, le Royaume-Uni et même le Japon à l'Est aideront l'armée blanche financièrement en les approvisionnant et en leur envoyant quelques escadrons de cavalerie dans le but de rayer le communisme et d'empêcher sa contagion dans toute l'Europe. En juin, la seconde campagne du Kouban a lieu. Donc, comme on peut le voir, ça fait beaucoup d'ennemis pour les bolcheviks qui vont devoir faire face à l'armée blanche, un peu de l'armée verte, mais aussi à d'autres pays, que ce soit européens ou asiatiques, comme le Japon, la France et le Royaume-Uni. Le Japon, par contre, qui lui voudrait plus récupérer des territoires plutôt qu'arrêter cette contagion communiste. Puisqu'on le rappelle, le Japon se veut créer un empire dans le Pacifique. Staline, un nouveau concurrent. Pendant que Trotsky s'occupe des affaires militaires, un commissaire bolchevique
travaillant à Tsaritsyn, l'ancien nom de Stalingrad aujourd'hui, du nom de Joseph Staline se fait remarquer et propose des idées inédites et totalitaires, devenant le coéquipier de Lénine. Il rencontre son premier problème qui n'est autre que Léon Trotsky, chef suprême de l'armée rouge. Contrairement à ce dernier, Staline voudrait pouvoir exécuter tout opposant politique dangereux. Trotsky préfère les recycler pour en faire des soldats ou des travailleurs. Donc le problème, c'est que même au sein du parti bolchevique, on observe quelques rivalités, comme par exemple celle entre Trotsky et Staline. Alors Staline se hisse peu à peu au pouvoir et prend le contrôle de l'armée de Tsaritsyn, rencontrant souvent son rival Trotsky. La fin de la guerre civile, la formation de l'URSS. En juillet 1919, la famille impériale, la famille du tsar, est massacrée. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais lors de la révolution de février, le tsar abdique et non éliminé. Il va être caché dans une petite maison, mais par la suite, pour éviter que l'armée blanche reprenne du pouvoir, les rouges vont finalement finir par tuer le tsar et du coup les affaiblir. Donc celle-ci plus faible, l'armée blanche plus faible, commence à manquer de ressources et de population aux alentours de la Sibérie. L'armée rouge en profite pour repousser l'ennemi qui avait pris de l'avance. Et l'Ukraine devient en même temps communiste, second pays communiste. En 1922, le Japon se retire de la Sibérie et la guerre civile finit par s'achever. En décembre est créée l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, intégrée par la plupart des pays communistes de l'époque, plus précisément 15. Donc je ne vais pas tous les citer, on va voir ça plus en détail après sur la carte qui va suivre. Maintenant, analysons le drapeau de cette fameuse Union soviétique. Donc le rouge représente le communisme, le marteau et la faucille représentent respectivement les ouvriers et les paysans. Quant à l'étoile, elle représente quant à elle l'unité des travailleurs des 5 continents. Ça veut dire que on voit que cette union se soucie des travailleurs des autres continents, même si elle n'a rien à voir avec eux. Et voilà, nous nous retrouvons sur la carte. Donc, la Russie, grand leader de l'URSS, va se rallier au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan, on appelle cette région plus communément les stans ici. Voilà les stans. Tac. C'est vrai, je dessine mal. Ensuite, nous avons aussi cette région, la région du Caucase, qui est constituée de la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui rejoindront l'URSS par la suite. L'Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie. Et aussi les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Donc après, on peut entrer dans un sujet, enfin dans un territoire assez hors sujet, puisque cette carte-là montre aussi les républiques ayant refusé d'être indépendantes à un moment, puisqu'en 1991, l'URSS se verra dissoute et certains pays ne voudront pas prendre leur indépendance, qui veulent encore rester au sein de l'URSS. Ces pays sont la Géorgie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Mais ce n'est pas le sujet, en tout cas. Alors maintenant, les adieux de Lénine. Cette même année, Staline prépare l'invasion de son pays natal, 1922, la Géorgie, pour pouvoir le rattacher à l'URSS, puisque Staline est originaire de Géorgie. Les violences provoquées par ce rattachement provoquent la colère de Lénine, impuissant, affaibli de plus en plus par sa maladie. Alors que ce dernier était ami avec Staline, leur relation se dégrade lors des années 23 et 24. Il redoute de plus en plus la rivalité entre Trotsky et Staline, pouvant, au niveau de l'image publique, nuire au parti. Finalement, en rédigeant son testament, Lénine ne souhaite pas que Staline le succède, trop turbulent et brutal, violant les principes du bolchevisme. Il souhaite à l'avenant que Trotsky soit aussi écarté du pouvoir, jugé trop confiant et attiré par le côté administratif des affaires. Donc il ne veut pas que Staline ou bien Trotsky le succède. Alors, petit fact, c'est qu'aujourd'hui, encore le cercueil de Lénine est
encore en parfait état, ayant été embaumé. Son corps est conservé en lieu sûr, momifié depuis sa mort. Donc l'image qu'on peut voir là, c'est Lénine en 2020. Oui, elle date de 2020 cette photographie. Alors, finalement, elle a été prise en 2017 pour fêter les 100 ans de la révolution bolchevique. Donc cette photographie date de 2017. C'est quand même impressionnant, puisque même Staline, qui aura joué un grand rôle par la suite, n'a pas été embaumé, n'a pas été momifié. Ils n'ont pas réussi pour Staline, mais pour Lénine, ils ont réussi. Alors le testament de Lénine, donc ça c'est des notes dictées par Lénine en décembre 1922, janvier 1923. Donc c'est son testament. Le camarade Staline, devenu secrétaire général, a maintenant un énorme pouvoir entre les mains. Et je ne suis pas certain qu'il sache user de ce pouvoir avec assez de prudence. D'autre part, le camarade Trotsky, s'il est bien actuellement l'homme le plus capable, manifeste une trop grande confiance en lui et est trop attiré par le côté administratif des affaires. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, c'est le vrai testament de Lénine. Alors sa mort. Staline est trop brutal et ce défaut, parfaitement tolérable dans notre milieu et dans les relations entre nous, les communistes, ne l'est plus dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d'étudier un moyen pour démettre Staline de ce poste et pour nommer à sa place un autre homme qui serait plus tolérant, plus loyal, plus poli et plus attentif envers les camarades, d'humeur moins capricieuse. Ces traits peuvent sembler n'être qu'un infime détail, mais à mon sens ce n'est pas un détail ou bien c'en est un qui peut prendre une importance décisive. Alors, mais Staline, qu'est-ce qu'il en a à faire de ce testament? Donc, le 21 janvier 1924, le drame se produit. Lénine, grand révolutionnaire et dirigeant de la Russie, succombe et laisse derrière lui une URSS en tension, en conflit avec elle-même. Staline, ayant quasiment tous les pouvoirs, empêche la publication du testament de Lénine pour ne pas être culbuté de la puissance. Donc il n'en a qu'à faire du testament de Lénine. Hop, il ne le publie pas. Comme ça, il reste au pouvoir. Il évince, prive de droit, tous ses opposants politiques et ordonne même l'assassinat de Trotsky, le rendant à présent maître absolu de la Russie. Son ère permettra à la mère patrie, à la Russie, de devenir un pays industriel, gouverné par un régime totalitaire et sans merci. Il instaure la terreur et devient le dictateur suprême de l'URSS. Et là, du coup, on va aborder, si on rentre plus dans les détails, on va aller vers un autre chapitre, donc le chapitre Staline au pouvoir, où on va plus voir qu'est-ce qu'a fait Staline pendant qu'il était dirigeant suprême de la Russie. À présent, nous allons nous attarder sur d'autres pays, nous allons nous rattacher à l'Europe et voir quels sont les effets, quelles sont les conséquences de la révolution bolchevique en Europe. Donc, la révolution bolchevique donnera des idées aux socialistes des pays voisins. Le socialisme commence à être vu de mieux en mieux et c'est la première fois qu'ils sont au pouvoir. C'est alors qu'une série de grèves socialistes suivront en Europe, créant la montée au pouvoir du parti. Plusieurs soulèvements auront lieu en Allemagne, à Berlin, mais aussi en France. Alors, les spartakistes à Berlin. La révolution d'octobre provoque un grand affolement dans les milieux ouvriers et socialistes à la fin de la Grande Guerre jusqu'au début des années 20. Certains même essayent de s'emparer du pouvoir par la force, comme les spartakistes à Berlin. Leur insurrection se soldera par un échec et pendant près d'une semaine auront lieu des massacres lors de ce qu'on appelle aujourd'hui la semaine sanglante. Finalement, les meilleurs spartakistes seront exécutés ainsi que leurs deux leaders, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Donc, c'est un flop, ça marche pas. Les spartakistes à Berlin vont être rapidement remis à leur place par le gouvernement allemand. Mais comme on le verra plus tard, ça sera plus le nationalisme qui va primer en Allemagne. Les effets de la révolution d'octobre en France cette fois-ci.
Alors, toutes les tentatives révolutionnaires en Europe, socialistes en Europe, échouent, comme les spartakistes, et sont écartées par les États. Cependant, en France, le Parti socialiste réussit à convaincre les Français. Ce parti est appelé l'ASFIO, section française de l'Internationale ouvrière, dirigé par un certain Léon Blum et créé par Jean Jaurès en 1905. Jean Jaurès, le pacifiste. Si vous vous rappelez, on avait parlé de lui au début de la première vidéo sur la Première Guerre mondiale, qui justement était contre la reprise de l'Alsace-Lorraine. Il était pacifiste, du coup. Lors de cette époque, les prolétaires sont mis en valeur par les socialistes, et même les bolcheviks invitent les autres États à adopter ce type de gouvernement. Ils finiront également sous les ordres de Lénine par créer le 2 mars 1919 la Troisième Internationale, une organisation s'annonçant prometteuse, où pour y adhérer, les socialistes seront contraints d'accepter 21 conditions précises et assez strictes, comme le fait d'utiliser la dictature du prolétariat ou encore de faire de la propagande communiste illégale au sein des troupes militaires. Donc sur la fiche que nous pouvons voir à droite, on peut lire « Nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses ». Quand il parle de ligues factieuses, il parle du capitalisme. Pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine. Donc ça, c'est une affiche de la SFIO, du Parti Socialiste en France. On peut même voir leur logo ici, que j'ai rajouté, qui n'était pas là sur la photo originale, bien sûr. Alors, la division de la SFIO, puisque ça ne va pas durer longtemps, à cause de la Troisième Internationale, justement, ou pour y accéder, il va falloir accepter 21 règles plus ou moins dictatoriales. Au congrès des Tours, en 1921, la majorité des délégués socialistes français acceptent les conditions et intègrent l'organisation, tandis qu'une minorité, dirigée par Léon Blum, refuse d'employer ces règles. C'est alors que cette majorité et cette minorité faisant partie du même parti socialiste, la SFIO, se divisent. La division donne naissance au PCF, au Parti communiste français, et la minorité de Léon Blum garde le nom de la SFIO. Donc, pour faire simple, là, c'est une photo de Léon Blum. Pour faire simple, nous avons la SFIO au début. Donc là, hop, on va faire SFIO. Nous avons une majorité et une minorité, ici. Minorité-majorité. Cette majorité voudrait intégrer la Troisième Internationale de Lénine. Sauf que problème, la minorité de Léon Blum ne veut pas. Léon Blum, qui, je le rappelle, était quand même le leader de cette organisation. Donc par la suite, ça va donner naissance au PCF, d'un côté avec la majorité, qui vont, eux, intégrer la Troisième Internationale, et la SFIO, qui va garder le même nom, dirigée par Léon Blum, et qui refuse d'intégrer à cette organisation. L'auteur partisan de la non-adhésion aux communistes en minorité, soit Léon Blum, insiste pour utiliser un système démocratique. Rappelons donc les bases mêmes du socialisme fondé sur l'égalité des peuples et l'élimination des classes sociales. Léon voudrait utiliser ce régime-ci sans forcément le transformer en une dictature du prolétariat commandée par le parti. Il démontre que la Troisième Internationale aurait des droits sur les partis la rejoignant, ainsi contrôlant les partis socialistes de chaque membre. Donc, pour Léon Blum, la Troisième Internationale viserait plus à diriger tous les partis socialistes des différents continents, donnant donc une vision d'ensemble à l'URSS de l'Europe. Donc, c'est ce que redoute justement Léon Blum. Les dangers du bolchevisme à l'étranger. Dans tous les autres pays du monde, certains verront le bolchevisme et le communisme comme un fléau pouvant soulever tout un peuple. Peu à peu, de nombreuses affiches de propagande apparaissent et s'appuient sur les événements russes, guerre civile, révolution russe, pour éviter aux habitants de faire confiance aux socialistes dans leur propre pays et éviter le danger de ce régime. Donc on peut voir cette affiche à droite.
on peut lire « Si la France irait à la misère si elle laissait entrer le bolchevisme qui sabote les 3 éléments de la production. Le travail chôme, le capital fuit, les compétences sont inutilisées. Pour tous, c'est la ruine. » Donc, pour certains, le socialisme, tout simplement détruirait le travail, personne ne travaillerait, toutes les compétences du peuple seraient inexploitées, et comment on va faire pour générer de l'argent? C'est ça le problème. Et ces affiches sont surtout, comment dire, publiées par les capitalistes. Alors, comment voter contre le bolchevisme? Donc ça, c'est une affiche quand même assez connue. Voilà, je l'ai écrit justement. Parmi ces affiches, voici une des plus connues, intitulée « Comment voter contre le bolchevisme », créée par Adrien Barrère, publiée par le patronat français pour les élections législatives de 1919 et pour les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis. Oula. Elle essaye, donc hop, on enlève le R ici, elle essaye de prouver aux électeurs le danger du bolchevisme. On y voit une tête d'homme enragé tenant un couteau, laissant couler du sang sur le titre. En réalité, l'homme ci contre représente les bolcheviks. Il se montre comme pris de rage et de haine, et par là nous comprenons que si on votait pour le bolchevisme en France, notre peuple se déstabiliserait, alors commenceraient multiples conflits au sein du pays, créant la panique, comme en Russie à cette époque-là. Le message général de l'affiche est donc de montrer que si on votait pour ce parti, le chaos envahirait rapidement l'État, et donc on tente de convaincre les électeurs de voter pour les autres candidats et non pour le socialisme qui sèmerait la zizanie comme en Russie à cette époque-là. Alors nous noterons quand même la présence d'une petite faute puisque les bolcheviks sont en Russie et non en France. Donc soit l'auteur voulait parler d'une sorte de bolchevisme camouflé au sein de la société, ou bien du socialisme en utilisant le mauvais terme. Mais en général, franchement, ça a à peu près la même signification. Sauf que le bolchevisme, c'est en Russie. Alors, à présent, nous allons passer au bilan. Donc, tout commence par la révolution russe en 1917 et la guerre civile en 1910. Enfin, commençant en 1917 et se terminant en 1922. Nous avons donc 3 acteurs principaux, Vladimir Ilitch Ulyanov, Lénine, sur la première image, qui est juste ici, Léon Trotsky, deuxième acteur, qu'on retrouve juste là, et Joseph Staline, qui sera le sujet principal du prochain chapitre. Donc, Lénine, lui, impose le régime communiste et la dictature du prolétariat. Léon Trotsky, c'est le chef de l'armée rouge qui sera par la suite éliminé par Staline. Et Staline, justement, c'est le chef de l'armée de Tsaritsyne, commissaire, imposant un régime totalitaire par la suite en 1923. Alors en Allemagne, janvier 1919, échec de l'insurrection, vaincu par l'armée et mort des 2 principaux dirigeants des révoltes. Donc ça, c'est la révolution spartakiste pour mettre en place le socialisme qui se soldera par un échec. En France, 29 décembre 1929, division des partis de gauche pour le vote de l'adhésion à la 3e internationale. Là, donc d'un côté, nous avons la SFIO de Léon Blum et le PCF, Parti communiste français. Et à présent, nous allons passer du coup à la conclusion. Alors, les événements en Russie donneront peu à peu des idées de révolution à certains partis. D'autres voient le communisme d'une mauvaise manière et ont peur de la contagion révolutionnaire. Les partis communistes sont vus avec méfiance par les autorités et la droite. Mais après ces fameux événements, beaucoup de pays changeront de régime et cela donnera place à des régimes totalitaires dans toute l'Europe. Et 2 principales idées, pourtant opposées, feront surface dans tout le continent. D'un côté, le communisme et le nationalisme. Donc, avant de conclure cette vidéo, je voulais vous dire que peut-être que vous ne saviez pas, mais quand le titre de cette vidéo, c'est l'apogée de la gauche. Et là, nous voyons que les personnes qui s'opposent à la gauche, au communisme, c'est la droite. Donc, la gauche
d'un côté, c'est les socialistes, les communistes et les bolcheviks, et la droite, c'est plus le parti capitaliste. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et surtout à partager, ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, vous avez explosé l'audimat lors de la dernière vidéo. Presque 500 vues. C'est juste incroyable. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Merci. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et, euh, et voilà. En tout cas, passez une bonne journée et j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde!